On va démarrer. Donc, pour les personnes qui ne nous connaissent pas, on va prendre le temps de se présenter. Donc, je suis Julie Laine. Je suis professeure à l'Université de Sherbrooke. Je dirige le Centre RBC d'expertise universitaire en santé mentale depuis mon entrée en fonction à l'université il y a de ça maintenant 5 ans et demi. Et depuis une année, je co-dirige le nouvel observatoire sur la santé mentale étudiante en enseignement supérieur, financé par les fonds de recherche du Québec, qui est co-dirigé par mon collègue Benjamin Gallet, chercheur au collégial au Cégep de Jonquière. Et je suis accompagnée de mon fidèle collaborateur de Mhm. plusieurs de mes projets, et Félix. Donc, je te laisse le soin de te présenter. Merci Julie. Ouais, bon matin tout le monde. Très, très heureux de commencer ma journée avec vous. Donc, Félix Guy-Dufour, je suis psychologue du travail et des organisations, puis je travaille au Centre RBC d'expertise universitaire en santé mentale depuis bientôt en fait, ouais, presque 6 ans, sur des projets où on vise à favoriser la santé mentale étudiante dans les cégeps, les universités surtout. Et depuis, c'est ça, bientôt un an, ben, en fait, non, depuis un an, j'ai la chance d'être coordonnateur de l'Observatoire sur la santé mentale étudiante en enseignement supérieur. Donc, voilà. Donc, on a deux ateliers à vous proposer. Le premier, je vais l'animer, puis Félix va être en soutien pour porter à mon attention peut-être des questions que vous allez poser dans l'espace de clavardage. Vous êtes invités à poser vos questions tout au long de nos deux ateliers, mais il y aura une période dédiée à vos questions aussi à la fin des deux ateliers. Euh, donc, des ateliers qui vous permettent de plonger dans certains cadres de référence issus de la science d'implantation, qui vous permettent de voir des conditions optimales qu'on peut mettre en place lorsqu'on souhaite mettre sur pied une initiative en santé mentale ou mettre en place une vaste démarche de mobilisation de plusieurs acteurs. Ça va être plus Félix dans un deuxième temps. Donc, je démarre avec mon atelier. Je vais partager mon écran. Donc, j'ai fait. Est-ce que ça fonctionne bien pour vous? Vous voyez bien mon écran? Présentement, Julie, par contre, il n'est pas en plein écran. Je vais comme ça. Ouais, parfait. Parfait. Donc, ce que je vais voir avec vous, c'est vraiment euh, les conditions optimales qu'on gagne à mettre en place pour faire en sorte que les innovations qu'on met sur pied en santé mentale dans nos cégeps et universités, que ces innovations-là puissent vraiment faire l'objet d'une adhésion des personnes à qui on les propose, que ces innovations-là puissent être pérennes dans le temps, puis lorsqu'elles sont porteuses, qu'elles puissent être mises à l'échelle. Donc, voilà ce que je vous propose. Puis les objectifs que je poursuis avec vous, c'est vraiment de discuter de ces enjeux d'adhésion, de pérennisation, de mise à l'échelle des innovations en santé mentale étudiante dans nos cégeps, nos universités. Et je vais vous présenter des cas de coup de cœur que j'utilise avec mes collaborateurs là, dans plusieurs projets dès la conception d'une innovation. C'est peut-être des cadres que vous pourriez utiliser qui pourraient vous inspirer. Je vais vous montrer concrètement dans le cadre de certains projets comment on a utilisé ces cadres-là. Mon but, c'est vraiment de rendre ça le plus concret possible. Puis aussi, ben, de discuter avec vous du potentiel de ces cadres-là. Euh, Avant d'entrer dans le cœur de la présentation de ces cadres, je veux d'abord vous donner la parole. Donc, Félix, tu m'aideras peut-être à identifier si les gens lèvent la main virtuellement. Je vous invite à partager oralement ou par le chat un peu les enjeux que vous observez lorsque vous, dans vos milieux respectifs, au regard là, justement du développement et de l'implantation, d'innovation, d'initiatives qui favorisent la santé mentale étudiante dans vos établissements respectifs.
Est-ce que certaines personnes sont prêtes à se lancer? Puis on voit dans le chat, là, les mêmes enjeux sont nommés, les enjeux de favoriser la participation des personnes étudiantes, des enjeux d'attrition entre le moment d'inscription, le moment où l'activité débute ou au cours de plusieurs sessions. Euh, Certains nomment, ouais, c'est ça, que la solution est dans le changement de culture systémique. Tout à fait, on porte ce message-là également. Vous, vous adressez des questions très spécifiques et pertinentes en lien avec l'intervention de groupe, hein. C'est vraiment un changement de culture, là, de l'individuel vers le groupe. C'est pas facile de convaincre les étudiants d'aller de l'avant. L'atelier que je vous présente aujourd'hui vous permet d'avoir des cas de référence qui vous invitent peut-être à réfléchir, à mettre en place certaines conditions. On ne va pas révolutionner puis régler tous les enjeux que vous avez nommés, mais le but, c'est vraiment de vous inspirer un petit peu dans la mise sur pied de vos innovations. Peut-être, Donc, Julie, je me oui, permets juste, au cas où tu ne l'aurais pas vu, il y a un commentaire aussi qui a été fait en lien avec le défi d'évaluer les impacts de ce qui est mis en place oui. également, qui a été nommé, qui je trouve pertinent aussi avec ce que tu vas Oui, aborder. tout à fait. Puis, tu sais, je prends mon chapeau de co-directrice de l'Observatoire sur la santé mentale étudiante en enseignement supérieur. Je trouve qu'on a, dans ce que vous avez nommé, peut-être éventuellement, on pourrait faire des projets de recherche à ce sujet-là, surtout sur l'intervention de groupe. Essayer d'aller documenter spécifiquement pour les interventions de groupe, c'est quoi les conditions optimales qui favorisent l'adhésion des personnes étudiantes. Puis, ben, toute l'importance d'évaluer ce qu'on met en place. Donc, l'Observatoire, c'est vraiment sa mission. On fait une tournée présentement des établissements. C'est un peu le message qu'on nomme. Lorsque vous développez de belles innovations dans vos établissements, n'hésitez pas à nous interpeller. Je prends juste quelques minutes juste pour nommer que cette contribution, cet atelier que je vous propose aujourd'hui s'appuie sur toute mon expérience antérieure. Je suis une ancienne gestionnaire dans le réseau de la santé et des services sociaux où je pilotais des projets d'envergure à la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux qui visaient à développer des innovations, à les mettre en place, à accompagner des changements de pratiques dans l'ensemble du réseau. Puis depuis 5 ans et demi, à l'Université de Sherbrooke, de par mes travaux au Centre RBC et à l'Observatoire, on développe plusieurs programmes, projets en santé mentale, puis je suis profondément préoccupée de ces conditions à mettre en place dans chacune de nos innovations pour bien euh, les concevoir, les arrimer aux besoins, favoriser leur adoption, leur mise à l'échelle à plusieurs milieux lorsqu'elles sont porteuses. Puis, je fais partie de celles au Québec qui tentent de faire connaître la science d'implantation, qui est connue ailleurs sur la planète, mais peu connue au Québec. Puis ce que je vous présente aujourd'hui s'appuie aussi sur des outils qu'on a développés, moi et mon équipe, là, dernièrement, à la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux, des outils qui visent à soutenir l'implantation de pratiques prometteuses et le transfert des connaissances dans le réseau de la santé, mais ces outils-là s'appliquent aussi dans les établissements d'enseignement supérieur. Donc, je reviens un petit peu aux enjeux que vous avez nommés qui résonnent beaucoup avec ce qu'on peut voir dans les écrits sur le sujet. Un peu partout dans le monde, on voit une multiplication des programmes, des initiatives en promotion de la santé mentale, en intervention également, déployés dans les milieux éducatifs. J'utilise le terme milieu éducatif pour référer aux écoles primaires, secondaires, collégiales, universités. Puis de plus en plus de chercheurs, puis de gens sur le terrain comme vous, soulèvent plusieurs enjeux. Tu sais, de un, ben, je ne l'ai pas nommé là, mais moi, je l'observe beaucoup. Et certaines personnes réinventent la roue. Donc, développent des initiatives qui existent ailleurs. Fait qu'il y a certaines initiatives, particulièrement au Québec, là, dans les dernières années, parce qu'il y a eu beaucoup de financement octroyé au réseau de la santé, mais au réseau de l'éducation également pour soutenir de telles innovations. Plusieurs personnes développent des choses qui existent déjà. Il y a plusieurs innovations aussi qui ne sont pas ancrées dans les besoins des personnes étudiantes.
Les gens les développent avec leur expertise, avec une super belle volonté de répondre aux besoins des personnes étudiantes, mais étant donné que elles n'ont pas été impliquées dans le processus, ben, quand vient le temps de leur présenter. Elles n'embarquent pas toujours. Des initiatives qui ne sont pas toujours appuyées sur les pratiques prometteuses, donc sur ce que fait ces preuves, ce qui est à proscrire ou à prescrire en lien avec la santé mentale. Et c'est des initiatives qui sont rarement évaluées, rarement pérennisées. Puis lorsqu'elles sont porteuses, elles sont rarement mises à l'échelle dans plusieurs milieux. Donc, de plus en plus de recherches qui démontrent que ben, il faut faire davantage de recherches sur cette pérennisation-là, puis tenter d'identifier certaines conditions clés. Certains résultats de recherche nous pointent OK, le support d'un leader d'expérience, la cohérence de l'initiative avec des orientations ministérielles, la présence de ressources financières. On voit certaines conditions documentées par la recherche, mais on gagne à poursuivre les efforts. Puis, du côté de la science d'implantation, il y a des beaux cadres de référence que je vais vous présenter aujourd'hui qui, je trouve, nous donnent de belles pistes d'inspiration. Donc, vous aurez accès au diaporama. Euh, vous connaissez peut-être le cadre de référence Knowledge to Action, qui est grandement connu du côté de la santé, qui est réputé pour être clair, facile d'utilisation, que j'utilise moi dans plusieurs projets pour concevoir mes projets, mais des fois aussi, je suis invitée à évaluer certains projets et j'utilise ce cadre-là. Je vais vous le présenter davantage dans le détail, chacune des étapes à partir d'un projet auquel j'ai participé pendant plusieurs années. Donc, vous connaissez peut-être la stratégie numérique en prévention du suicide au Québec, donc suicide.ca l'application Mes outils. J'ai eu le bonheur d'accompagner la construction de cette stratégie-là et dans les dernières années, d'évaluer l'implantation et les retombées. Fait que je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a fait tout au long de la conception de la stratégie numérique pour s'assurer de mettre en place les conditions optimales. Puis, ce que je vous présente, ben, ça s'applique aussi à des plus petits projets. Là, c'est sûr, c'est un projet conçu dans une perspective nationale, mais ça s'applique également pour les plus petits projets. Donc, quand on commence un projet, vous avez au centre toute l'importance au centre du cadre, puis dans le bas, toute l'importance quand on a une idée d'un projet, de se dire qu'est-ce qui existe déjà, c'est quoi les connaissances disponibles sur le sujet, puis quels sont les besoins des gens sur le terrain en lien avec ce qu'on a le goût de développer. Donc, en lien avec la stratégie numérique, on a fait une recension des écrits dès le début de l'idéation pour voir ailleurs dans le monde qu'est-ce qui existe en prévention du suicide à l'aide de l'utilisation du numérique. Puis on a fait une vaste analyse des besoins, portrait de la situation, en lançant des sondages, des entrevues individuelles, des entrevues de groupe. On utilise plusieurs stratégies pour aller voir un peu les besoins des futurs utilisateurs de cette stratégie-là. Puis c'est là aussi qu'on a commencé à négocier le budget avec le ministère de la Santé et des Services sociaux. Si vous avez des questions au cours de la présentation, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace de clavardage, puis Félix va me les adresser. Donc, je vais aussi à toute l'importance. Là, moi, je vous les présente en étapes séquentielles, mais c'est des étapes aussi qui se vivent de façon itérative. Il faut comprendre que chaque étape nous partage une préoccupation qu'on doit avoir. Les premières étapes, je vous ai partagé tantôt, ne pas réinventer la roue, aller voir ce qui existe ailleurs, qui a fait ses preuves, voir les besoins, le portrait de la situation. Puis cette étape-ci nous amène vraiment à adapter
au contexte local. Donc, surtout quand on veut implanter on conçoit une initiative, puis on a l'intention de l'implanter dans plusieurs milieux aux réalités différentes, mais d'essayer d'aller cerner un petit peu les particularités des besoins. Donc, nous, dans l'analyse du portrait de la situation, on est allé voir un petit peu certaines particularités des personnes autochtones, des personnes moins enclines à utiliser les services traditionnels. Puis c'est à cette étape-là, puis on l'utilise dans plusieurs projets, de mettre sur pied un genre de comité aviseur ou un comité consultatif composé d'experts aux expertises variées. Puis parmi ces experts-là, on a des futurs utilisateurs, des gens de la population, des gens, des intervenants aussi qui vont l'utiliser. Donc, l'importance de travailler avec ces personnes-là dès le début de la conception d'une innovation. Donc, ça s'applique aussi quand on développe une innovation en enseignement supérieur, l'importance de travailler main dans la main avec les personnes étudiantes si c'est elles les futures personnes utilisatrices de notre innovation. Toute l'importance aussi, quand on conçoit une innovation, d'essayer d'imaginer c'est quoi les facteurs d'influence quand on va implanter cette innovation-là, quels sont les vents qui risquent de l'influencer ou les conditions optimales qui risquent de la propulser. Donc, encore une fois, certaines données du portrait qu'on avait réalisé nous permettaient d'identifier certains de ces facteurs-là. On avait vu qu'il y avait comme un consensus sur la pertinence, là. Tout le monde nous disait dans le portrait de la situation, dans l'analyse des besoins, on doit aller de l'avant avec le numérique en prévention du suicide, mais on voyait que certaines personnes avaient des résistances face à certaines modalités qui existaient ailleurs dans le monde. L'intervention par des robots. Ici au Québec, vraiment, on n'était pas prêt à aller de ce côté-là. Donc, ça nous permet, ça, d'avoir en tête dans le développement de notre innovation. Encore une fois, ben, on a utilisé aussi notre comité aviseur avec des discussions animées auprès d'eux pour essayer d'identifier selon leur expertise respective quels sont les facteurs, eux, qu'ils voient comme pouvant étant facilitants ou freinants. À cette étape, on sélectionne les différentes stratégies et activités qui sont au cœur de notre innovation en enseignement supérieur. Est-ce que c'est une intervention de groupe? C'est là qu'on réfléchit là, toute notre stratégie. Dans la stratégie numérique en prévention du suicide, c'est là qu'on a réfléchi la théorie de programme de la stratégie, on a réfléchi la gouvernance, les ressources qu'on avait besoin, puis le modèle de changement. Puis c'est là qu'on a commencé à concevoir la plateforme suicide.ca, puis l'application Mes outils, en s'inspirant des étapes précédentes. À l'étape monitorer, évaluer, le message qu'on doit retenir de cette étape-là, c'est que quand on implante la première fois notre innovation, toute l'importance de mettre en place certaines stratégies pour monitorer comment ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que les utilisateurs utilisent bien cette stratégie qu'on leur propose? Est-ce que ça entraîne les résultats escomptés? On n'est pas dans une étape où la première étape de surveillance, on n'est pas dans une évaluation formelle. On peut avoir des petits outils maison juste, puis si je reviens en enseignement supérieur, d'avoir quelques sondages pour prendre le pouls, de monitorer le nombre de personnes présentes à ces activités-là, sondages post-atelier pour avoir un peu d'informations. Mais à l'étape évaluée, c'est vraiment, puis je sais que c'est pas évident parce que souvent on n'a pas de financement pour ça. Mais en enseignement supérieur, je vous rappelle, l'Observatoire a une mission à ce niveau-là, de tenter d'évaluer les retombées de ce qu'on met en place pour, par la suite, si c'est porteur, qu'on puisse pérenniser, mettre à l'échelle. Donc, j'arrive à la dernière étape qui est à la fin, mais qu'on doit penser dès le début, toute l'importance
réfléchir à cette pérennisation-là. À la fois dans les ressources financières nécessaires pour mettre en place nos initiatives, sur qui on mise pour le déploiement de ces initiatives-là. Est-ce que c'est des gens qui sont au sein de nos établissements qui vont rester dans les prochaines années? Donc, c'est vraiment important de se préoccuper de cette pérennisation-là. Puis en lien avec la stratégie numérique, ben, on l'a réfléchi dès le début, mais sensibiliser le ministère aussi à l'importance là, de financement à long terme pour s'assurer que, parce que souvent on le voit, là, certaines initiatives tombent malheureusement à plat. Euh, Après quelques années si on ne réfléchit pas à cette pérennisation. Alors, voilà un cadre de référence que j'utilise dans plusieurs projets. Dans le PowerPoint, vous aurez accès à plein de publications où on l'utilisait dans différents projets. Je vous donne un autre exemple qui peut résonner pour vous. Vous connaissez peut-être le MBSR, là, le Mindfulness Based Stress Reduction, qu'on a adapté pour des jeunes qui avaient des enjeux de vulnérabilité. On a utilisé encore une fois ce cadre de référence-là. Vous aurez accès à différentes publications qui vous permettent de voir comment l'utiliser pour concevoir un projet, l'adapter à une réalité ou pour évaluer certains projets à l'aide de ce cadre-là. Je vous présente un autre cadre, le cadre de Proctor, qui met de l'avant un terme, encore une fois, qu'on n'est pas habitué d'entendre au Québec, les Implementation Outcomes, là, des retombées d'implantation qui, selon Proctor et ses collègues, sont des indicateurs du succès d'implantation. Moi, quand je suis tombée sur ce cas-là, j'ai fait comme, oh, wow! Et ces auteurs-là nous amènent à nous préoccuper de ces 8 retombées d'implantation-là qui sont vraiment névralgiques. Donc, que ce soit l'acceptabilité de l'innovation, toute la satisfaction des gens à qui on propose l'intervention, l'adoption, la décision de l'organisation de mettre en place l'intervention, toute la pertinence, là, est-ce que les gens perçoivent la pertinence de mettre en place cette innovation-là? La faisabilité, est-ce que c'est faisable dans le quotidien de mettre en place cette innovation-là? Le coût d'implantation, des fois, on a des belles idées, mais financièrement, ça ne tient pas la route. La fidélité d'implantation, on développe une innovation, on l'évalue, mais quand on l'implante, des fois, et puis c'est bien de permettre une adaptation, mais des fois, il y a comme des ingrédients actifs qu'on souhaite absolument être là pour augmenter les chances de retomber. Donc, c'est important de se préoccuper de la fidélité d'implantation et de la mise à l'échelle, de développer une innovation pour nous, pour notre milieu, mais lorsqu'on sait que ça peut être pertinent pour d'autres milieux, puis c'est le cas des innovations que vous développez, d'avoir peut-être un regard sur la mise à l'échelle, comment on peut l'implanter dans plusieurs départements, facultés, établissements d'enseignement supérieur, et le maintien, la pérennisation, tout le degré duquel l'innovation est institutionnalisée et dans les routines de l'établissement. Je vous donne un exemple de comment on utilisait ce cadre-là dans un projet que je mène présentement. Vous connaissez peut-être, si vous avez des enfants, le programme ORPIS qui vise la prévention de l'anxiété par le développement des compétences socio-émotionnelles qui est implanté aujourd'hui là, dans plus de 700 écoles primaires et secondaires au Québec. Grâce à une subvention des fonds de recherche du Québec, une action concertée, ben, on analyse ce programme-là à l'aide du cadre, entre autres, de Proctor pour essayer d'aller dégager là, pour chacune des dimensions qu'est-ce qui fonctionne puis qu'est-ce qui fonctionne moins. Puis on a développé des outils de collecte de données qui peuvent vous inspirer aussi quand vous évaluez une innovation que vous mettez en place en santé mentale dans vos établissements respectifs. Donc, pour l'acceptabilité, on peut utiliser des sondages
auprès des personnes touchées par l'intervention que vous mettez en place. On peut utiliser les journaux de bord utilisés par les personnes animatrices de l'intervention. On peut faire aussi ici, dans l'implantation du programme Orpis, on met dans chaque établissement un comité d'implantation composé de plusieurs personnes touchées par l'implantation. Donc, on fait des entrevues de groupe auprès de ces comités. Puis vous aurez les références à la fin du diaporama, là, des outils qu'on a trouvés pour mesurer plusieurs des dimensions. Donc, vous avez ici l'outil de Warner qui permet d'aller mesurer l'acceptabilité. Puis, on a des traductions francophones de ces outils-là, si ça vous intéresse. Pour l'adoption, nous, on utilise beaucoup l'entrevue de groupe là, auprès des personnes touchées par l'implantation du programme direction d'école, enseignants, intervenants. Pour aller évaluer la pertinence, on utilise aussi ces personnes touchées, mais on utilise un outil de Warner, puis un outil de Macintosh qui permet d'aller mesurer les perceptions au regard de la pertinence de l'intervention. Puis les journaux de bord des personnes animatrices de cette innovation-là nous donnent beaucoup d'informations. Au niveau de la faisabilité, encore une fois, le comité d'implantation nous permet d'avoir beaucoup d'informations. L'outil de Macintosh et Warner permet aussi, par certaines questions, d'aller mesurer la faisabilité. Puis les journaux de bord aussi nous permettent d'avoir accès à cette dimension-là via les perceptions des personnes animatrices. Au niveau des coûts, on analyse les données administratives de l'école, on tente d'identifier les composantes clés, le coût du déploiement de ce programme-là dans chacune des écoles. Au niveau de la fidélité, les personnes animatrices sont vraiment les personnes qui permettent davantage là, de nous donner accès sur jusqu'à quel point elles respectent un peu la façon initiale dont on leur propose d'animer le programme. Les entrevues de groupe auprès des personnes clés qui implantent le programme aussi nous permettent d'avoir de l'information. Puis d'aller observer l'animation de certains ateliers nous permet aussi d'aller voir un petit peu la fidélité d'implantation. Pour la mise à l'échelle, encore une fois, des données administratives, une entrevue de groupe auprès des personnes touchées par l'implantation de l'école pour voir quelle composante du programme est implantée, depuis combien d'années. Donc, ça nous permet de voir la mise à l'échelle dans l'école, mais de comparer aussi avec les données des autres écoles pour voir la mise à l'échelle dans l'ensemble des écoles. Puis, par le fait même, ça nous donne des informations aussi sur le maintien, la pérennisation. Puis l'outil de Macintosh nous permet aussi d'aller chercher certains indicateurs de maintien et de pérennisation. Alors, voilà des cadres de référence coup de cœur que je souhaitais vous proposer. Vous aurez accès à plusieurs références, qui vous permettront d'avoir accès à ces outils-là. Mais je vous laisse la parole maintenant pour poser des questions, voir si vous faites des liens avec votre réalité, si vous voyez des possibilités d'utiliser ces cadres. La parole est à vous. S'il demeure des questions en lien avec les cadres de référence que Julie vous a présentés, vous aurez la chance à la fin là, de poser des questions à la fois sur ce que je vais vous présenter, puis ces cadres de référence. Donc, je vais, sans plus tarder, partager mon écran. Comme ça. Donc moi, je vais vous parler des facilitateurs des obstacles d'une démarche qui a été mise en place avec les 5 établissements d'enseignement supérieur en Estrie. Une démarche qui a vu le jour en 2019, donc avant la pandémie, puis qui a été évaluée, en fait, puis c'est ce qui a permis l'identification justement de différents facilitateurs et obstacles. Donc, de façon plus précise, l'idée, les objectifs que je poursuis avec vous dans cette partie-là de l'atelier, vraiment, d'abord de se familiariser avec la démarche collaborative, vous montrer un peu concrètement quelle forme ça a pris, puis ensuite
vous partager justement les résultats de cette évaluation-là, c'est d'ailleurs dans le cadre de mon doctorat que j'ai fait cette étude-là pour identifier les facilitateurs et les obstacles à considérer pour favoriser le succès d'une démarche comme ça, où on vise à favoriser la santé mentale avec une approche systémique, vraiment une démarche qui est très cohérente avec le PASS, même si le PASS n'était pas encore existant à l'époque. Donc, je vous amène maintenant dans le cœur de cette démarche-là. On avait un objectif très, très large dès le départ. On voulait donc favoriser la santé mentale. Puis je dis on voulait, on veut toujours, la démarche est toujours en cours en réalité, puis on vit toujours les enjeux que vous avez nommés d'ailleurs dès le départ de l'atelier. Mais donc, vraiment, l'idée de favoriser la santé mentale de la communauté étudiante de l'Estrie, puis avec une perspective, une vision de durabilité, on veut vraiment mettre en place des choses pour que ça puisse durer dans le temps, mais aussi que les acquis, ou si on va développer, par exemple, des compétences au sein de la communauté étudiante, bien, que ça puisse aussi être durable pour eux. Puis pour y arriver, ben, déjà, on misait sur une approche globale, donc justement systémique, et où on savait qu'on voulait avoir des initiatives, là, ben, plusieurs initiatives pour rejoindre les différents besoins et pour rejoindre aussi les différentes réalités. Puis le plus possible, s'appuyer sur des initiatives qui sont appuyées, qui sont réputées efficaces dans les écrits, dans la littérature scientifique, et surtout ben, arrimer aux besoins, aux réalités de la communauté étudiante pour justement ben, diminuer les facteurs de risque liés à la santé mentale, puis augmenter les facteurs de protection. Donc, finalement, très cohérent avec ce qu'on est amené, ce que chaque établissement d'enseignement supérieur est amené à faire avec le plan d'action en santé mentale étudiante. Donc, rapidement, ce qu'on a mis en place, puis en fait, ce que j'aurais dû dire dès le départ, hein, tu sais, ce que je vous présente comme démarche, c'est une démarche qui s'est grandement inspirée des cadres de référence que Julie a présentés. Donc, on a mis en place une gouvernance au niveau régional, donc un comité où on a rassemblé des porteurs stratégiques pour chacun des établissements, donc souvent des personnes dans les hautes directions des établissements. Donc, c'était à chaque établissement vraiment de choisir quelle, euh, quelle personne allait jouer ce rôle-là de porteur stratégique. Mais pour vous donner des exemples, donc au Cégep de Sherbrooke, on avait même la direction générale qui faisait partie de ce comité-là, avec la direction aux études et la direction des affaires étudiantes. On avait également, pour d'autres établissements, c'était plus au niveau de la personne directrice des services psychosociaux. Et bien, puis on a pu voir aussi, selon la personne qui porte ce rôle de leadership-là, ben, l'influence que ça peut avoir là, par rapport à- à la démarche lorsqu'on a une personne vraiment de la haute direction versus une personne qui a peut-être un niveau d'influence un peu moindre dans l'organisation. Mais bref, on rassemblait donc l'ensemble de ces personnes-là. Puis dès le départ, ben, ça a été en fait de présenter un peu cette idée de projet-là aux acteurs stratégiques pour vraiment s'assurer d'avoir leur adhésion. Et ben ensuite, on a accompagné chaque établissement à mettre en place une gouvernance dans leur établissement, mais minimalement, ce qu'on leur proposait, ben, c'est d'identifier une personne, outre la personne porteuse stratégique, d'avoir une personne porteuse davantage tactique, on peut nommer tactique ou opérationnelle, peu importe le terme. Donc, cette personne-là soit une personne qui a une expertise en santé mentale, qui, donc, qui connaît cette réalité-là, puis une personne qui, idéalement aussi, est dans l'établissement depuis un certain temps, qui connaît bien les rouages, les mécanismes de l'établissement, mais donc, très concrètement, ben, souvent, cette personne-là faisait partie de l'équipe psychosociale de l'établissement. Et donc, ensuite, ben, cette personne-là, on ne voulait pas qu'elle travaille seule. C'était à cette personne-là que revenait le rôle un peu de coordonner la démarche, d'assurer la vision, mais accompagné par un comité de santé psychologique. Et c'est là justement, euh, de façon cohérente, au cadre là, Knowledge to Action que Julie a présenté, dans l'étape où on doit avoir un comité aviseur ou un comité justement qui est composé de personnes aux expertises variées. Ben, c'est un peu ici l'idée du comité de santé psychologique. Donc, dans ces comités-là, c'est sûr que on proposait, on suggérait fortement, lorsque c'est possible, d'avoir des personnes qui représentent l'ensemble de l'écosystème de l'établissement, donc des personnes étudiantes, mais aussi ben oui, des personnes intervenantes psychosociales, des gestionnaires, des professeurs, donc vraiment de tout type. Et
c'est finalement vraiment avec ce comité-là, justement, ce comité-là qui allait réfléchir le plan d'action, les actions à mettre en place. Et en soutien à toute cette structure-là, ben, c'est sûr que nous, il y avait nous comme centre d'expertise en santé mentale pour justement nourrir sur les bonnes pratiques pour soutenir la santé mentale étudiante, pour aider à l'évaluation, un comité de personnes expertes aussi. Donc, outre notre centre d'expertise, on a aussi identifié plusieurs personnes, professeurs, chercheurs qui avaient des expertises pertinentes, donc qui pouvaient aussi soutenir la démarche. Puis, ben, il y a des liens aussi qui ont été faits avec surtout la santé publique de l'Estrie, mais le CIUS, donc de l'Estrie, pour s'assurer justement ben, qu'ils soient minimalement au courant de la démarche, puis qu'au besoin, ben, il puisse y avoir des arrimages qui soient faits, même si c'est un défi en soi de cet arrimage-là, comme on le sait. Et là, pour vous donner une idée, dépendamment de la grosseur de chaque établissement, parce que vous imaginez en Estrie, donc les 5 établissements ne sont pas de même taille, là. On a l'Université de Sherbrooke qui a plus de 20 000 personnes étudiantes par exemple, le Collège Champlain, qui est un collège, pas le Collège Champlain, en fait, le séminaire de Sherbrooke, le volet collégial, qui, à l'époque, en tout cas, était environ 300 personnes étudiantes. Donc, c'est vraiment pas la même réalité. Et puis, pour donc un petit établissement, juste le fait d'avoir un comité de santé psychologique, une personne porteuse tactique, une personne porteuse stratégique, c'était suffisant. Mais pour une organisation comme l'Université de Sherbrooke, il fallait vraiment raffiner un peu cette gouvernance-là pour pouvoir que ce projet-là puisse vraiment s'implanter partout. Donc, rapidement, ben, c'est un comité aviseur qui a été créé au niveau plus transversal, un comité justement de personnes qui représentent l'ensemble de l'écosystème. Et ce comité-là, euh, et je ne me rappelle plus exactement le nombre de personnes qui siègent sur ce comité-là actuellement, mais il a vraiment grandi à travers les années parce qu'on s'est rendu compte que ça prend vraiment des gens de tous les services, toutes les facultés, des personnes étudiantes des différents cycles également. Donc, un comité, je pense, qui doit être près d'une trentaine de personnes, là. Donc, vraiment, comité aviseur. Un comité plus stratégique parce qu'étant donné avec un comité aussi nombreux, c'est difficile d'avoir la flexibilité de se rencontrer régulièrement. Donc, un comité qui se rencontre de façon plus régulière et donc qui est composé justement de personnes qui ont un rôle aussi un peu plus névralgique en termes de santé mentale étudiante. Mais dans ce comité-là, ben, c'est sûr qu'il y a une personne du rectorat, par exemple, de l'université. Et euh, la- l'innovation, en fait, qui a été mise en place aussi à l'Université de Sherbrooke, c'est la création d'un comité de personnes accompagnatrices pour que chaque faculté, donc on sait, des universités comme ça, donc bon, sont composées de différentes facultés. Puis l'idée, c'était que finalement, chaque faculté qui a sa réalité propre, ces enjeux aussi qui sont distinctifs, ben, aient, eux, leur propre comité de santé psychologique, leur propre porteur stratégique et leur propre porteur tactique. Mais pour assurer la cohérence quand même de cette démarche-là au sein de l'établissement, ben, il y a des personnes accompagnatrices qui ont été formées et qui accompagnent donc chacun de ces facultés et services-là, parce que ce n'est pas juste les facultés, mais aussi les services. Par exemple, le service qui s'occupe justement des personnes étudiantes internationales également est accompagné. Et donc, c'est vraiment la forme que ça a pris, et toujours avec l'accompagnement donc, du centre RBC, puis aussi du comité régional dont j'ai fait mention dans la diapositive précédente. Donc, tout ça, dans la première année, en fait, du projet, ça a été vraiment la mise sur pied, la mobilisation de ces acteurs-là, de clarifier, prendre le temps de clarifier les rôles, de s'assurer qu'on a une vision commune aussi des objectifs qu'on poursuit, puis une vision commune des enjeux aussi qui sont vécus. Et donc, les principales approches qui ont vraiment donné la couleur à la démarche, puis qui sont vraiment très cohérentes avec justement ce qui est mis de l'avant dans le PASM, vraiment l'idée d'agir le plus possible en promotion, en prévention, c'était vraiment, bon, on savait évidemment sans occulter ce qui doit être fait au niveau de l'intervention, mais nous, dans ce projet-là, l'idée était vraiment surtout de regarder qu'est-ce qui peut être fait en amont, l'idée d'une approche systémique comme le PASM et l'idée le plus possible justement d'une approche un peu scientifique, ben, pas un peu scientifique pour vraiment évaluer le plus possible les initiatives, mais surtout aussi s'appuyer sur les bonnes pratiques qui sont documentées pour mettre en place des actions et le plus possible une approche par et pour avec les défis que ça implique de faire vivre cette approche
par et pour là, donc que les personnes étudiantes soient au cœur de l'approche. Ici, ben, vous connaissez, là, puis là, c'est une représentation graphique, mais du même schéma qu'il y a dans le PASM, là, où on voit les différents niveaux d'intervention, puis qui est très cohérent avec justement le modèle de soins par palier. Et donc, on avait vraiment déjà cette orientation-là dans le projet. Donc, je vais passer rapidement, comme vous connaissez sans doute l'existence de ce schéma-là. Et pour vous amener ici, en fait, pour nous, dès le départ, c'était clair que c'est un projet qui n'allait pas s'échelonner sur quelques années puis ensuite terminer. On savait que dès le départ que c'était un changement un peu de culture qu'on voulait mettre de l'avant. Donc, c'était vraiment une démarche d'amélioration continue qu'on mettait en place puis qui allait perdurer dans le temps avec justement ces instances qu'on a mis en place là. Et donc, l'idée, puis là, on suit vraiment de façon un peu plus synthétisée, mais les étapes un peu qui sont mises de l'avant dans le modèle Knowledge to Action, où on commence toujours le cycle donc par s'assurer de faire une analyse de besoins. Puis cette analyse de besoins-là passe, oui, par identifier, bon, quels sont les enjeux de santé mentale, qu'est-ce qui existe dans les écrits ailleurs, mais aussi, surtout, qu'est-ce qui se fait déjà dans notre établissement. Puis ça, on le sait qu'il y a beaucoup de choses qui se font déjà. Puis même avant la pandémie, même avant que ça devienne un sujet autant d'actualité que ce l'est aujourd'hui, il y avait déjà beaucoup d'actions qui se faisaient, beaucoup de personnes qui se mobilisaient quand même pour mettre en place des initiatives au niveau de la santé mentale étudiante. Et là, c'est à travers cette lecture-là qu'on priorise les premières actions, les premières initiatives à mettre en place. Puis souvent, dans certains établissements, l'idée n'était pas nécessairement d'ajouter des initiatives, mais peut-être de bonifier certaines initiatives qui sont déjà en place ou justement de mettre à l'échelle des initiatives qui ont été identifiées comme étant pertinentes dans certaines facultés ou départements de l'établissement, mais qui ne se font que de façon locale et qui pourraient être pertinentes dans d'autres instances de l'établissement. Puis ensuite, ben, une fois que c'est identifié, bon, implanter l'initiative et évaluer l'initiative. Puis avec l'évaluation, ben, que ça puisse nous orienter ensuite l'identification des prochaines initiatives ou des prochaines actions à mettre en place. Et comme vous voyez, au cœur de toutes ces étapes-là, ben, le plus possible, là je dis bien le plus possible, ici c'est un peu, c'est vers ce quoi on voulait tendre, mais on a connu les mêmes difficultés que vous avez rencontrées d'impliquer les personnes étudiantes, puis d'un établissement à l'autre, dans les 5 établissements, cette, disons que c'était pas la même, c'est pas chaque établissement qui avait la même facilité à rejoindre les personnes étudiantes. Puis on sait aussi, par exemple, que dans les cégeps, par exemple, le fait que les personnes étudiantes sont là souvent pour moins longtemps, des fois de mobiliser des personnes étudiantes sur un comité, ben, c'était un peu plus difficile de les impliquer à plus long terme dans un comité. Mais bref, c'est ce qui a été mis en place. Donc, rapidement, donc vous voyez finalement que c'est très cohérent avec ce qui a été mis, ben, ce qui est proposé dans le PASM. Julie, juste avant de poursuivre, est-ce qu'il n'y avait pas de questions dans le clavardage? Ça va? N'hésitez pas si jamais il y a des choses qui sont pas claires. Je passe assez vite, mais n'hésitez surtout pas à poser des questions ou même commenter. Donc, tout ça, en fait, donc, a été mis en place dans la première, en tout cas les premières années. Et rapidement, ben, on voulait déjà, dans ce projet-là, évaluer non seulement les initiatives mises en place, mais la démarche aussi qu'on met en place, évaluer justement les ingrédients actifs. Qu'est-ce qui fait que cette démarche-là peut lever, peut vraiment atteindre les objectifs versus qu'est-ce qui peut aussi faire obstacle à notre démarche. Et il faut le dire, l'évaluation a été faite en plein cœur de la pandémie, donc dans un moment où la pandémie était un gros obstacle, justement. Donc, la façon dont on a évalué, on a vraiment identifié ben, des personnes dans chaque établissement qui jouaient différents rôles dans la démarche. Donc, les personnes porteuses tactiques qui ont un rôle central, des personnes, donc des gestionnaires, des personnes qui ont ce rôle-là de porteurs stratégiques et des personnes étudiantes. Donc, c'est les personnes qui ont constitué l'échantillon et on a fait des entrevues dirigées donc, avec eux pour justement identifier, ben, pour leur poser la question, selon eux, c'est quoi les principaux obstacles actuels à la démarche, quels sont les principaux leviers, et aussi de les amener à se projeter dans l'avenir. Donc, il y a les leviers, les facilitateurs actuels, mais il y a aussi dans ce qui s'en vient, qu'est-ce qui anticipe comme levier facilitateur. Et c'est donc, je vous présente
dans les prochaines diapositives donc les principaux facilitateurs qui sont ressortis. Puis ensuite, je vous présenterai les principaux obstacles, mais essentiellement, souvent, en identifiant un facilitateur, ben, on peut, il y a le revers de ce facilitateur-là qu'on peut tourner en obstacle. Mais donc, dans les éléments qui ont grandement facilité la démarche, puis qui a été nommé, c'est le fait, puis même si ça constituait à la fois un défi, on a vu que l'implication des personnes étudiantes, vraiment, lorsque c'était possible de le faire, ça favorisait beaucoup, beaucoup la portée des initiatives, la participation. Et donc, quand on parle de l'implication, tu sais, c'est vraiment de considérer leurs idées, leurs besoins. Donc, ça pouvait se faire de différentes façons. Puis les leviers pour favoriser justement cette implication-là, bien, l'idée dans les comités qu'on ne soit pas trop dans le pelletage de nuages ou dans quelque chose de trop abstrait, mais vraiment travailler sur des actions concrètes assez rapidement. Ça a été nommé comme étant un levier pour justement stimuler la motivation, la mobilisation des personnes étudiantes, de collaborer avec les instances en place aussi. Puis ça, un élément important, lorsque dans certains établissements, il y avait déjà des comités existants qui, euh, qui avait une mission similaire, par exemple, à celle du bien-être ou de la santé mentale. On ne voulait pas recréer un comité qui avait, dans le cadre du projet, l'idée, c'était vraiment de s'arrimer à la gouvernance un peu existante, de ne pas dédoubler justement ce qui est fait. Fait que collaborer avec des associations étudiantes, euh, également ben, assurer bon, la visibilité des personnes, des initiatives et lorsque possible, même pour certaines initiatives, lorsqu'on peut, ben, on connaît la précarité financière dans laquelle vivent beaucoup de personnes étudiantes, mais lorsqu'on peut rémunérer certains postes, certaines implications, ça, ben, ça a été nommé aussi là, comme étant un grand levier. L'idée aussi d'une mobilisation collective soutenue, puis là, le soutenu était important, donc d'impliquer les membres du corps professoral, les gestionnaires, d'avoir puis ce qui a aidé à ça, vraiment de mobiliser des leaders, donc des gestionnaires, des personnes qui ont des positions, ben, à la fois des positions d'autorité, mais aussi des personnes qu'on pouvait déjà identifier comme qui croyaient, qui incarnaient bien aussi cette démarche, cette volonté de favoriser la santé mentale étudiante, donc d'équilibre également. Mais donc, ça a été vraiment un levier important. Puis justement, un levier pour favoriser cette mobilisation, comme je le nommais, donc présence d'une structure, donc toute la gouvernance qu'on a mis en place, d'identifier des leaders, mais à différents niveaux. Donc, et puis, pour être leader, c'est pas nécessaire d'être dans un poste de gestion. Il y a eu vraiment des personnes qui ont joué un rôle, puis qui ont eu un peu un rôle de leadership transformationnel dans leur façon d'être avec les autres, puis qui incarnait déjà bien cette idée d'équilibre et toutes les communications fréquentes qu'on a mis en place, donc que ce soit par les rencontres de comité aussi, mais les différents courriels ou infolettes qui ont pu être envoyés. Euh, ben, sinon, ben, c'est ça, là, mis en gras, comme j'ai nommé, la collaboration, le soutien des hautes directions. Ça a été vraiment un élément important. Puis le fait d'être allé le chercher dès le départ. Euh, un autre élément, ben, toutes les approches donc, que je vous ai présentées qui ont été structurantes dans la démarche, l'idée de l'arrimage aux besoins, l'arrimage à la capacité aussi de l'établissement, d'avoir une vision réelle. Puis c'est bien on se permettait quand même dans les comités, ben, puis on se permet encore, c'est bien de se permettre de rêver des fois dans des phases de brainstorming, mais également de prendre en considération la capacité, le fait qu'on a des effectifs qui sont limités. Donc, ça, c'était un élément important. Puis, l'évaluation de certaines initiatives. Puis, j'insiste quand même sur certaines initiatives. Dans le projet actuellement, c'est loin d'être toutes les initiatives qui sont mises en place, qui sont évaluées. On est vraiment loin de là, mais de cibler, de prioriser certaines initiatives plus structurantes puis, qui ont été évaluées, en tout cas dans les dernières années. Et ça a été porteur, justement en lien avec ce que, par exemple, Louise nommait un levier pour assurer la pérennité puis pour convaincre la direction de la pertinence d'investir dans cette initiative-là à long terme. Euh, un autre levier en lien avec des éléments que j'ai déjà nommés également, une gouvernance claire, donc une structure bon, bien définie, des objectifs qui sont clairs, des rôles clairement définis. Et ça peut paraître un peu banal de le nommer comme ça, mais c'est souvent une étape qu'on passe trop vite. Le temps on pense, on prend pour acquis qu'on porte la même vision parce qu'on s'est rencontré une fois bon, on a toute la même vision de c'est quoi agir pour la santé mentale étudiante, les rôles de chacun. C'est vraiment
ça vaut vraiment la peine de prendre le temps puis d'assurer des boucles de rétroaction pour que chacun comprenne les objectifs qu'on poursuit puis les rôles aussi de chacun dans la démarche. Euh, L'idée aussi d'investir dans la gouvernance, d'avoir des personnes, que ce ne soit pas juste des rôles qu'on ajoute en plus des tâches que les personnes avaient déjà, que ce soit vraiment euh, reconnu, ce rôle-là, par exemple, de porteur tactique, que les personnes soient libérées pour jouer ce rôle-là. Donc, si on veut mettre en place une démarche sérieuse au niveau de la santé mentale étudiante, puis mobiliser autant de personnes, ça prend des personnes qui sont libérées pour faire ce travail-là. Ça ne se fait pas en plus d'avoir à faire des consultations quotidiennes avec les personnes étudiantes, par exemple, si la personne porteuse est un intervenant psychosocial, par exemple. Et l'idée de l'importance d'avoir des espaces de réflexion collaboratifs, que ces personnes-là qui portent la démarche, parce qu'ils ont un rôle bien particulier, puis souvent c'est un nouveau rôle qu'ils doivent s'approprier, pour lequel ils n'ont pas été formés, donc qu'ils puissent avoir des espaces de réflexion collaboratifs, c'était un levier important. Puis dans le contexte, nous, l'idée que les porteurs tactiques de chaque établissement aient des espaces de réflexion entre eux, entre elles, donc de façon assez régulière. Là. Donc, c'était environ aux 2 mois à l'époque là, que ces personnes-là se rencontraient. Le rythme a un peu ralenti depuis, mais donc ça a été nommé comme étant important. Puis, ben, la composition des comités. Puis selon le rôle du comité, lorsqu'on a un grand comité justement dans un établissement, puis si on veut un comité représentatif, puis qu'on est rendu à 30 personnes, ben, c'est peut-être pas le comité qui sera décisionnel ou stratégique qui va se rencontrer. C'est pas le comité qui va pouvoir se rencontrer le plus souvent, puis qui va pouvoir faire avancer les choses au quotidien. Donc, ça prend vraiment d'adapter le rôle du comité en fonction aussi de ce qui est réaliste, mais donc d'avoir des membres diversifiés qui portent aussi différentes visions. C'est sûr que ça va très vite si, dès le départ, dans nos comités, on implique seulement les personnes qui croient déjà en la démarche, qui ont toutes la même vision, mais on ne représente pas nécessairement l'ensemble des croyances qui sont portées dans l'établissement. Puis ben, on risque de se buter à des murs tôt ou tard si on n'a pas cette diversité-là donc dans nos comités. Et là, ben, il y a également le soutien justement du Centre RBC d'expertise universitaire en santé mentale qui a été nommé comme un levier dans notre rôle de partager des actions qui sont prometteuses, dans notre rôle aussi de mettre en place des espaces de réflexion régionales, d'organiser vraiment des événements aussi pour faire rayonner les initiatives. Puis ça, je me permets de nommer que le Centre RBC jouait ce rôle-là dans ce projet-là au niveau régional, mais maintenant l'Observatoire a un rôle similaire avec vous dans les établissements au niveau provincial et une approche aussi collaborative que le Centre RBC mettait de l'avant beaucoup. Donc, l'idée vraiment de considérer les expertises de chacun. Donc, ce n'est pas juste justement les chercheurs qui ont une expertise en santé mentale qui partagent l'expertise des gens sur le terrain, l'expertise des personnes étudiantes qui, eux, ont l'expertise de leur réalité. Et donc, la collaboration entre les 5 établissements a été nommée. Je pense que je me répète ici, mais dans ce contexte, dans ce projet-là, la collaboration, outre tous les effets positifs que peut avoir la collaboration au niveau du partage d'idées, il y a le fait aussi que ça a été un levier pour aller chercher du financement. Cette collaboration-là, le fait de faire un projet de plus grande envergure qui nous a donné accès à des fonds, puis on l'a nommé, c'est un enjeu, l'accès au financement. Euh, Ensuite, puis c'est la dernière diapositive par rapport aux principaux facilitateurs. Le fait d'avoir aussi ben, cette approche-là un peu par palier, de mettre en place des actions à plusieurs niveaux. Donc, la portée, l'impact des initiatives, donc de vraiment s'assurer que ben, les initiatives, on ne fait pas juste justement des initiatives qui vont rejoindre un groupe limité d'étudiants. Donc, c'est bien les initiatives en intervention auprès de personnes étudiantes qui ont déjà des difficultés importantes au niveau de leur santé mentale, mais aussi d'avoir des initiatives plus de sensibilisation ou des initiatives qui vont rejoindre donc beaucoup de personnes étudiantes. Puis à ce niveau-là, nous, un levier qui a été nommé puis qui a été beaucoup vécu, c'est le fait d'intégrer certaines initiatives directement dans le parcours académique des personnes, donc à même les programmes. Ça a été un gros levier. Et puis aussi au niveau de la pérennité des actions,
ben, de formaliser le rôle des personnes qui portent les initiatives, un peu justement comme les personnes porteuses institutionnelles, comme je le mets tout à l'heure, dans la variété aussi des cibles des actions. Donc, puis ça fait référence justement à l'approche systémique, mais oui, des actions qui vont outiller les personnes étudiantes, des actions qui vont aussi sensibiliser, outiller les personnes enseignantes ou les gens dans l'écosystème qui gravitent autour des personnes étudiantes, des actions qui vont permettre de briser les tabous, de parler de santé mentale, diminuer le sentiment de solitude, bref, dans cette diversité d'actions-là. Et finalement, puis là, c'est sûr que ce n'est que ça demeure que les principaux facilitateurs, mais je termine avec les orientations organisationnelles cohérentes. Donc, puis là, à cette époque-là, on n'avait pas encore parlé de la politique que présentement chaque établissement doit se doter, mais nous, dès le départ, on a vu la distinction entre certains établissements, donc dans les 5 établissements, qui avaient enchâssé la santé mentale dans leur planification stratégique. Donc, c'était vraiment explicite. Il y avait un énoncé sur l'importance de mettre en place des actions dans la planification stratégique. On a vu que c'était un levier important, puis ça se concrétisait en actions très concrètes par rapport à des établissements où ce n'était pas le cas, où la santé mentale n'était pas nécessairement établie comme une priorité stratégique. Euh, ben, en lien avec ces orientations organisationnelles, ben, on voyait des établissements qui dégageaient des ressources humaines pour le projet qui vraiment non seulement le nommaient que c'est important, mais concrètement ben, étaient prêts à libérer du temps des personnes pour jouer les différents rôles. Euh, Plusieurs exemples. Ben, tiens, un bon exemple, puis il y a une présentation cet après-midi sur ce cours-là qui a été créé. Dans le cadre de la maîtrise en adaptation scolaire, il y a un cours qui a été créé qui s'appelle Contribuer à une culture de bien-être et de bienveillance en milieu scolaire, où dans ce cours-là, dans les objectifs du cours, on parle parce que bon, il y a aussi un contexte là, chez les personnes enseignantes dans le réseau scolaire où ils ont affaire à des élèves qui vivent plus d'enjeux de santé mentale. Donc, on les outille à prendre soin de la santé mentale des élèves, on les outille aussi à prendre soin de leur santé mentale. Donc, on aborde beaucoup d'éléments, beaucoup d'outils, on leur donne beaucoup d'outils et d'éléments pour prendre soin de la santé mentale, mais également pour être des agents de changement dans leur milieu. Donc, ça, c'est un exemple. Puis ce genre de cours-là a été aussi reproduit dans d'autres programmes. Il y a beaucoup de programmes aussi qui ont intégré des cours plus envers la professionnalisation des personnes étudiantes où ils vont intégrer des éléments sur l'intelligence émotionnelle ou sur des outils qui vont vraiment permettre aux personnes étudiantes de prendre soin d'eux. Et donc, mais que ce soit arrimé en lien avec les objectifs du programme, parce qu'en réalité, c'est assez simple, c'est assez facile de faire des liens entre l'idée de développer certaines compétences favorables à une santé mentale puis certaines compétences professionnelles qui sont ciblées. Donc, ça, il y a beaucoup d'actions dans ce sens-là qui ont été mises en place. Donc, voilà l'exemple. Ah, c'est comme si à l'époque, je parle à l'époque, c'est quand même pas, il n'y a pas si longtemps, mais en 2019, parler de santé mentale, on parlait déjà encore moins de santé mentale, puis ça a été vraiment un positionnement bon, de certains. Puis selon les établissements, euh, euh, le terme, il y a certains établissements qui ont choisi le terme santé psychologique, d'autres qui sont allés avec santé mentale. Donc, il y avait vraiment ce choix-là d'utiliser le terme santé psychologique qui était peut-être moins associé à troubles de santé mentale, qui était moins stigmatisé. Moi, je dirais, mais aujourd'hui, ça a évolué depuis les dernières années où nous, on utilisait beaucoup dans nos projets santé psychologique. Maintenant, on utilise santé mentale. On parle, maintenant, parlons de santé mentale, puis plutôt, souvent, on parle de santé mentale, puis on nomme que la santé mentale, ben, justement, c'est pas juste l'absence des troubles de santé mentale. L'idée, c'est de sensibiliser aussi les personnes, mais je pense que, ben, puis ça, c'est ma position un peu personnelle. Je pense qu'aujourd'hui, tu sais, avec dans l'air, vu que c'est dans l'air du temps, ben, moi, j'ai une préférence pour parler de santé mentale parce que finalement, éventuellement, ben, la santé psychologique, ça va devenir un peu la même, ça va devenir, on va faire la même association. Donc c'est ça. Présentement, je dirais que c'est quand même dans le projet à degré variable, il y a des institutions qui continuent à utiliser le terme santé psychologique, mais nous, de notre côté, c'est beaucoup santé mentale qu'on utilise dans nos projets. Puis c'est ça, c'était vraiment en lien avec le stigma qu'il pouvait y avoir. Mais en même temps, si on veut justement défaire ces tabous, ces stigmas, je pense qu'il faut appeler un chat un chat. Donc, mais très, très bonne question. Ça a été justement le fruit de réflexion. Julie, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Dans le chat, là, Louise nomme aussi qu'ils ont décidé de parler de santé mentale, mais en lien avec la question précédente sur
les cours là, intégrés dans le cursus de formation, Sarah de l'UQTR nomme que leurs services psychosociaux vont agir dans les cours. Ils se font inviter dans certains cours pour aller aborder certains sujets. Excellente stratégie qui permet de rejoindre plusieurs personnes étudiantes pour aller offrir certains ateliers sur différents thèmes, dont la gestion du stress avant le départ des stages. Donc, on le voit, cette stratégie-là utilisée par plusieurs établissements. Donc, je voulais juste porter ça à ton attention. Tout à fait. Merci, merci, Julien. Très, très pertinent. Donc, avant d'aller du côté des obstacles, puis, j'avais envie de vous poser la question, mais vous, c'est quoi les principaux facilitateurs que vous rencontrez dans vos établissements dans le déploiement d'actions pour favoriser la santé mentale étudiante? Donc, ben, puis vous pouvez, moi, j'avais utilisé, bon, je proposais WooClap pour avoir plus, mais si jamais vous avez envie de lever la main, n'hésitez pas. Mais sinon, je vous invite à aller ajouter vos réponses sur WooClap en entrant le code à l'écran. Ou n'hésitez pas non plus, entre si jamais il y a des. Ça ne fonctionne pas plus à écrire dans le chat, comme on utilise le chat depuis le début également, là. La participation étudiante, l'appui de la direction des programmes. Ouais. L'appui de la direction revient, présence des personnes étudiantes, l'engagement de l'équipe de direction, la collaboration. Je me rends compte aussi que je suis intéressant, là, la collaboration revient, la motivation des professionnels. Ça me fait penser, il y a une nuance que j'ai pas, sur laquelle je suis passé rapidement, mais nous, ce qu'on a réalisé aussi dans cette idée de collaboration, puis justement qui stimule la motivation aussi des personnes qui sont impliquées, c'est vraiment de prendre le temps aussi de créer une- un climat convivial aussi entre les personnes. Nous, on s'est rendu compte que c'est les espaces qu'on crée pour discuter de santé, ben, se permettent tu sais, de, de- d'apprendre à se connaître aussi comme personne intervenante, puis de créer justement vraiment vraiment des relations de confiance entre les différentes personnes impliquées. On a vu vraiment, en tout cas, une relation là, vraiment très authentique, en tout cas, s'installer entre les différentes personnes puis des rencontres où on utilise l'humour, où tu sais, c'est des rencontres où c'est le fun. Les gens ont envie de participer à ces rencontres-là. C'est des petits détails, mais qui peuvent vraiment faire la différence sur la motivation. Tu sais, de ne pas nécessairement toujours être axé sur la tâche, la tâche, la tâche, puis de voir la santé mentale. On sait que les enjeux sont importants. Il y a vraiment bon, une urgence d'agir, mais si on veut justement euh, vraiment rejoindre l'ensemble de la population puis être efficace, ben, il faut se permettre justement que ce soit agréable de participer à ces rencontres-là, puis se permettre de développer ces relations-là. Donc, je vois position donc, collaborative et non d'expert, donc la posture est vraiment très pertinent. Travailler avec la vie étudiante. Oups, désolé. Euh, il y a aussi donc le plaisir dans les rencontres est vraiment merci. Proximité des porteurs. Oui, puis la proximité des porteurs, tu sais, on a vu. Ce qui est intéressant aussi dans ce projet, c'est qu'on a pu observer vraiment comment se vit ce projet dans différents établissements, puis voir les ingrédients. Qu'est-ce qui fait que des fois, ça fonctionne moins dans un établissement, ça fonctionne plus dans un autre. On a vu que les personnes qui jouent ce rôle-là de porteurs tactiques, là, par exemple, qui doivent coordonner, ben, lorsque c'est des personnes qui sont dans l'établissement depuis longtemps, qui connaissent justement les rouages d'établissement, qui ont déjà beaucoup de relations informelles ou formelles d'établis avec les autres membres de l'établissement, mais ça, c'est un levier important également. Fait que quand je vois la proximité des porteurs, je vois ça va un peu dans ce sens-là, rencontre avec des psychologues, des travailleuses sociales, tout à fait. Donc, d'avoir l'expertise aussi, l'adhésion du projet de la communauté collégiale, priorité organisationnelle des alliés au sein des départements. Donc, d'avoir des alliés tout à fait. Euh, fait que vraiment très, très intéressant. Ça résonne beaucoup avec les facilitateurs qui ont été nommés. Puis, en lien avec les alliés, nous, ce qu'on a vu aussi qui était pertinent,
c'est de faire rayonner les initiatives. Tu sais, même dans un établissement, on peut penser que, tu sais, il y a beaucoup de choses à faire, puis il y a pas, des fois, on peut penser qu'il n'y a pas beaucoup d'actions qui sont faites en place, mais en réalité, tu sais, de faire rayonner lorsqu'il y a un département qui est un peu plus proactif ou de mettre de l'avant les personnes qui sont un peu des modèles. Donc, ça, c'est un élément qui a été très positif. Là, je vois le temps, j'ai un peu perdu la notion du temps. Donc, je vais tout de suite aller rapidement du côté des obstacles, mais essentiellement, on voit derrière les facilitateurs comme se cachent des obstacles. Puis essentiellement, c'est ça. Et donc, les principaux obstacles qui ont été nommés, on a parlé de la complexité quand même de la problématique. Il y a une petite faute ici, mais donc, l'ampleur des enjeux, donc ça a été nommé le fait que c'est de plus en plus complexe, les enjeux qui sont rencontrés, difficulté à sortir aussi. Donc ça, c'est un peu différent, mais difficulté à sortir d'un modèle curatif. On est beaucoup à éteindre les feux. Donc, pour être dans un projet comme ça, pour prendre cet espace-là, il faut prendre ce temps-là, puis de se décoller un peu le nez de ce modèle-là. Il y a vraiment un changement de culture même au niveau des services psychosociaux ou de la vision justement de l'action en santé mentale. Euh, le fait aussi qu'il y a peu de pratiques, même si on dit s'appuyer sur les pratiques existantes, en réalité, lorsqu'on agit en promotion, il n'y a quand même pas beaucoup de pratiques en promotion qui ont été évaluées puis démontrées efficaces. Fait que on doit justement composer avec cette absence parfois de données probantes. Beaucoup de choses qui ont déjà été mises en place. Donc, le fait que ben, on se rend compte, ben, OK, oui, on veut mettre en place des actions, mais il y a déjà beaucoup de choses qui se font, puis pourtant, la problématique s'aggrave. En tout cas, ça a été nommé. Des défis organisationnels par rapport à la gouvernance, le fait qu'il y a il y a souvent de la rotation de personnel dans les personnes qui portent les différents dossiers, les différents projets également, c'est un enjeu. Euh, le manque de ressources humaines donc dans certains services, cette fameuse histoire des corridors de services avec les réseaux de la santé, on sait que ça, c'est un enjeu dans toutes les régions, mais la collaboration est difficile, puis on connaît plusieurs raisons qui expliquent là, cette collaboration difficile parce que le réseau de la santé vit eux-mêmes leurs défis, beaucoup de défis. Également, la disposition des membres de l'organisation par rapport à la problématique. Donc, il y a dans les établissements certaines personnes qui pensent que ben, justement la santé mentale, c'est pas à eux à s'occuper de ça. C'est par exemple eux, c'est des professeurs ou c'est donc eux, pourquoi? C'est pas ça fait pas partie de leur mission. Donc, ça, il y a de la sensibilisation à faire, mais ça a été vu comme étant un obstacle. Puis même la présence de certaines pratiques dans l'établissement par des membres du personnel, par exemple, de pratiques nuisibles pour la santé mentale des personnes étudiantes. Donc, ça, c'est un autre élément qui ont des pratiques qui vont générer un stress ou une anxiété qui est excessive donc, chez les personnes étudiantes. Et la disposition des membres. Ah non, ça, c'est la disposition des membres, par exemple, par rapport à la problématique. Bon, ici, il y a une petite erreur, là, mais en réalité, donc, il y a des éléments un peu nouveaux par rapport à celle-là. Donc, la santé mentale des membres du personnel elle-même fragilisée, le fait que si on présente ce projet-là comme étant seulement un projet pour la santé mentale des personnes étudiantes, euh, eh bien, souvent, il y a beaucoup de membres du personnel qui vont dire, ben oui, mais notre santé mentale à nous, qui sont un peu tannés d'entendre parler on prend soin des étudiants, mais est-ce qu'on pense à la santé mentale? Donc, l'idée d'avoir cette vision-là systémique nous permet de prendre en considération puis de voir qu'il faut prendre en considération leur santé mentale. Euh, donc, je vais arrêter ici. De toute façon, j'arrivais à la fin, mais donc puis la mobilisation des personnes étudiantes qui est difficile. Oups, je voulais arrêter le partage, puis j'ai juste. Euh, la mobilisation des personnes étudiantes qui est difficile, qui a déjà été nommée, c'était le dernier obstacle qui était mentionné également. Donc, Julie nommait qu'elle avait de la difficulté à gérer le temps, mais finalement, c'est moi qui ai eu le plus de difficultés. Donc, il reste quelques minutes avant la fin. Euh, donc, j'aurais peut-être envie de vous entendre, peut-être sur vous, votre perception. Là, je vous ai parlé des principaux facilitateurs. Vous avez nommé les vôtres. Maintenant, par rapport aux obstacles, c'est sûr que vous avez déjà nommé quand même plusieurs obstacles au début de la présentation de Julie. Mais sinon, pour euh, des questions, des commentaires de tout ordre en lien avec ma présentation ou celle de Julie, mais essentiellement, de mon côté, c'est ça, c'est à ça que ressemblait le portrait d'évaluation de la démarche qui a été mise en place.